Et en fait, quand on fait ça, ça a pas mal de vertus. La première, c'est que ça rassure tout le monde en mode, même si on fait n'importe quoi, on le fait finalement que sur 1% de notre activité. La deuxième, ça permet aux gens de se rendre compte qu'en fait, même en faisant quelque chose de moins 10 ans que ce qu'on avait avant, ben, on va apprendre plein de trucs. Et notamment, parfois, on apprend que parmi les choses qu'on faisait, ben, il y a des choses qui servent à rien, ou en tout cas qui sont pas pertinentes pour notre business. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant 1 heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Canton-Loga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Product Leader Story. Habituellement, c'est Martin qui accueille nos invités, mais aujourd'hui, c'est moi qui ai le plaisir d'accueillir Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Alice. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. Avant qu'on discute un petit peu de tes enjeux en tant que Product People, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, s'il te plaît ? Bien sûr, donc moi je suis directeur digital chez Digital et Data chez Ulysse. Ulysse qui est une filiale de Vinci, et plus spécifiquement de Vinci Autoroute, qui commercialise des abonnements et des solutions de mobilité, notamment le télépéage, la carte de recharge et d'autres choses qui arriveront dans les prochains mois. On est à peu près 200 dans la société Ulysse, et avant d'être ici, ça fait 6 ans que je suis dans le groupe, moi j'ai beaucoup travaillé en start-up, donc j'ai vraiment fait un gros changement en rejoignant le groupe Vinci, qui n'est pas exactement une start-up. J'ai travaillé 2 ans chez Captain, anciennement chauffeur privé, et désormais qui a été absorbé par Freenow, qui est lui-même en train d'être absorbé par Lyft. Donc VTC, 3 ans et demi chez Sarenza, et avant j'ai fait les choses classiques qu'on peut faire en sortant d'école de commerce, notamment du conseil. Très bien. Et du coup, tu as évolué dans différents types de structures. Donc, tu as commencé par des startups et aujourd'hui, tu évolues plutôt dans un environnement gros groupe. Quel regard, toi, tu portes sur les pratiques du product management dans ces différents types de structures ? Est-ce que tu as vu est-ce que c'est différent de faire du product management dans un gros groupe et dans une startup ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? Donc, je ne travaille que dans un seul grand groupe, qui est Vinci, et en l'occurrence, on est venu me chercher parce que justement, sur certains sujets, notamment les sujets d'Ulysse, le groupe cherchait à adopter des façons de travailler plus proches de certaines startups en termes de product management. Donc finalement, la façon dont on travaille aujourd'hui est assez proche de ce que j'ai pu pratiquer en startup. Je serais bien incapable de dire si c'est le cas de tous les grands groupes de France. Et au-delà de ça, au sein du groupe Vinci, on est quand même une espèce d'anomalie. On est l'une des seules sociétés, je crois, qui a une vraie activité B2C, en direct avec le client. Le groupe Vinci, c'est plutôt de la concession d'infrastructures et de la réalisation d'infrastructures. Donc on est plutôt sur des très gros contrats avec des acteurs privés ou des collectivités locales. Dans ce contexte-là, bien évidemment, l'agilité n'est pas forcément, et le product management n'est pas forcément adapté. Vous n'allez pas construire un pont en agile. Donc au sein du groupe Vinci, oui, effectivement, on est un peu les seuls à travailler de la façon dont on travaille. Très bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes équipes, combien vous êtes, comment est-ce que vous travaillez, quel est l'état en fait des pratiques produits sur ton périmètre ? Donc aujourd'hui, on est à peu près 80 sur le périmètre tech et data. Donc d'un côté, on a mon équipe à moi directement, dans lequel vous avez des product managers, des product owners, des product designers et des testeurs. Donc ça, c'est une 30aine de personnes. Et puis au sein de la DSI du groupe, on a une 50aine de personnes qui sont dédiées au sujet d'Ulysse et qui sont pilotées par l'équivalent d'un CTO, donc qui est entre guillemets mon fournisseur, même si j'aime pas le mot parce qu'en fait on est très très intégré aujourd'hui. Encore une fois, la façon dont on travaille est assez proche finalement de la façon dont peuvent travailler une équipe produit, une équipe tech dans une startup. On est découpé en ce qu'on appelle feature team chez nous, donc en gros on a une dizaine de squads, si je prends le vocabulaire Spotify. Les squads étant composés en fonction des besoins d'un product owner, d'un product designer si nécessaire, d'un testeur et de 2 à 5 développeurs, avec des périmètres qui sont plutôt des périmètres fonctionnels chez nous, avec
pour certaines d'entre elles également une composante technique. On a décidé de découper l'année en trimestres. Donc on prend pas, on va dire, notre backlog sprint par sprint. On essaie quand même au niveau d'un trimestre d'avoir une idée assez précise de ce que va faire chaque équipe, notamment parce qu'on a encore beaucoup de dépendances. On n'est pas arrivé dans ce monde idéal où chaque équipe est parfaitement autonome. Donc le fait de découper l'année en trimestres nous permet d'avoir une certaine visibilité sur ce qui va être fait, d'en donner une aussi, puisque l'idée c'est aussi de pouvoir, entre guillemets, expliquer au reste du monde, et notamment aux directions métiers, ou qu'on appelle métiers chez Ulysse, ce qu'on va faire. Et puis ça permet aussi potentiellement de changer d'orientation si jamais un concurrent a fait quelque chose qu'on estime intéressant, le marché a évolué d'une certaine manière. 3 mois permet de réagir suffisamment rapidement et en ayant pris quand même un peu de recul avant de faire n'importe quoi. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus du type de produit sur lequel tu travailles, voilà, nous décrire un peu plus tout ça? Donc, historiquement, si je remonte un petit peu dans le passé, on s'est plutôt intéressé à des problématiques front. C'est-à-dire que quand je suis arrivé au sein du groupe Vinci, Ulysse n'existait pas. Ulysse a été créé quelques mois après sur j'allais dire les cendres, mais plutôt non, sur ce qui était auparavant l'émetteur Vinci Autoroute, donc un émetteur télépéage. Ulysse est devenu ensuite une vraie société avec un PNL. À l'époque, il y a une base solide et ancienne qui permet de faire fonctionner les abonnements télépéage. En revanche, la façon dont on expose ce service aux clients est issue d'un monde qui existe encore, mais plus tout à fait, qui est le monde où on va acheter tout en boutique. Et donc en 2019, en gros, on a un gros enjeu qui est tout simplement de digitaliser la souscription à nos abonnements. Donc oui, il y avait un site web et oui, il y avait déjà une partie de e-commerce, mais un exemple tout bête, c'est qu'en 2019, une grosse partie du trafic se fait sur mobile et le site sur lequel il fallait souscrire, lui, n'était pas mobile friendly. Donc à l'époque, on est beaucoup plus petit. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une dizaine d'équipes. À l'époque, on est 4 équipes et on a plutôt travaillé sur ces enjeux de mise à niveau de nos frontaux. Pas forcément des grosses innovations fonctionnelles, mais déjà le fait que tu puisses commander simplement depuis un mobile. Ça nous a bien pris 2-3 ans, parce que après la partie souscription, il y a la partie gestion de la relation client, et sur la partie espace client, on avait beaucoup de travail, parce qu'on a un historique d'offres qui est assez fourni, et beaucoup de petites spécificités en fonction de certaines remises accordées localement, etc. etc. Donc on va dire que c'est les 2-3 premières années de mon parcours chez Ulysse. À partir de là, on a une base qui est solide et qui nous permet de faire d'autres choses. Et on a intégré il y a 3 ans un nouveau service qui est la recharge électrique. L'idée à l'époque, c'est le télépéage, c'est bien. Ça nous a permis de constituer un bel actif et notamment une belle base client. Qu'est-ce qu'on peut proposer de nouveau à ces clients qui vont dans le sens de ce qu'on fait déjà, à savoir simplifier le paiement de la mobilité. Et on regarde le marché, on s'intéresse particulièrement à la recharge électrique qui a pas mal d'avantages à l'époque. C'est certes, il y a beaucoup de monde, mais en fait, le marché est encore tout petit. Donc, si on fait n'importe quoi, c'est pas très grave. Et puis, se positionner sur un marché dès son début, c'est aussi la possibilité de grandir et d'accompagner les évolutions du marché. Et donc, on propose à ce moment-là notre premier nouveau service, qui est une carte de paiement de la recharge, qui fonctionne partout en France. Et là, c'est passionnant parce qu'en fait, il y a plein d'enjeux qui consistent à la fois à se connecter avec les opérateurs de bornes. Il y en a plus d'une centaine en France. À construire un petit peu l'expérience qu'il y a autour, sachant qu'il y a l'expérience de paiement, mais ça c'est relativement simple et basique pour le client. Il passe sa carte devant la borne et puis derrière c'est censé déclencher la recharge. Mais il y a aussi toute la tuyauterie qui est derrière, qui est en fait complexe, notamment la facturation. C'est bête à dire, mais facturer des dizaines de milliers de clients tous les mois sur une journée précise, c'est un petit challenge technique et aussi fonctionnel, ça pose plein de questions. Et puis on a aussi des enjeux qui sont un peu connexes à tout ça, qui est comment est-ce qu'on peut accompagner les conducteurs électriques sur la route. Donc c'est pas forcément quelque chose qu'on commercialise, c'est plutôt quelque chose qu'on propose à côté du service, et notamment la possibilité dans notre application mobile de, en définissant un point de départ et un point d'arrivée, obtenir une recommandation des meilleures stations sur lesquelles s'arrêter par rapport à des critères comme quel est le minimum de batterie que vous voulez pas au-dessous duquel vous voulez pas descendre. Par exemple, il y a des gens ça leur fait pas peur d'avoir 5% de batterie, il y en a d'autres à l'inverse, dès qu'ils sont en dessous de 20, c'est la panique. Et donc vous saisissez ce genre de critères, le véhicule aussi, puisque en fait en fonction de votre véhicule, vous n'allez pas consommer vos pourcentages de batterie à la même vitesse.
Et donc ça, c'est des choses qu'on a construites et qu'on propose aujourd'hui dans notre application mobile et qui permettent à nos abonnés, mais aussi d'ailleurs à tout un chacun, de mieux rouler en électrique en France. Donc ça, c'est ce qu'on a fait et ce qu'on a commencé à faire, et en ce moment, on travaille sur d'autres sujets de diversification. Et depuis 2 ans, on s'intéresse aussi beaucoup à nos process internes, c'est-à-dire qu'on a fait un énorme travail sur la digitalisation de ce qu'on propose à nos clients, mais en interne, on a aussi beaucoup de choses à faire. Et l'enjeu, certes, ça passe par la digitalisation, mais c'est aussi une question d'automatisation. On a beaucoup de choses qui sont faites manuellement et qui mériteraient d'être automatisées, à la fois pour apporter du confort aux agents et aux opérateurs en interne, mais aussi parce que ces opérations manuelles, quelque part, elles dégradent l'expérience client dans le sens où elles prennent plus de temps à faire que des choses qui seraient automatisées. Donc on regarde beaucoup nos process actuellement sur la lutte contre la fraude, puisque malheureusement, comme tout business d'abonnement, on est victime d'un certain nombre de fraudeurs, autour du tout ce qui est prélèvement et facturation, sur lesquels on pense qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi en termes d'automatisation par rapport à ce qu'on fournit. Et là, on sort un petit peu de l'image d'Épinal du product manager qui fait que des interfaces, et on commence à rentrer dans des process métiers un peu plus arides. Mais pour autant passionnant, parce que y a plein de choses à faire. Ok, donc si je comprends bien, sur ton périmètre, tu gères à la fois, on va dire, le produit digital B2C, et aussi plus récemment les produits internes à destination des collaborateurs. Et donc du coup, de ce que tu m'as expliqué au départ, quand tu es arrivé, ils sont venus te chercher pour du coup, on va dire, insuffler des nouvelles méthodologies produits, avec au départ 4 squads et aujourd'hui une dizaine de squads. Comment t'as procédé, enfin quel défi t'as eu toi en tant que CPO? D'ailleurs, je sais pas si t'es rentré directement en tant que CPO ou si t'as... Alors à l'époque, mon titre était responsable du pôle incubation. Okay. Donc ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Je parlerai pas de CPO, je parlerai plutôt de lead product manager à l'époque, mais avec déjà une grosse responsabilité autour du delivery. D'accord. Donc pour répondre à ta question, il y avait déjà pas mal de choses intéressantes qui avaient été faites avant que j'arrive. C'est-à-dire que mon équipe a été constituée sur les cendres, encore une fois, de la Digital Factory Vinci Autoroute, qui était une équipe qui avait déjà instauré un certain nombre de process agiles, mais qui travaillait pour l'ensemble du groupe Vinci Autoroute sur plein de problématiques, et avec la limite qui est, quand vous travaillez sur plein de problématiques, qui est que vous les comprenez pas forcément très bien, puisque quand on passe du coq à l'âne, en fait, on sait pas toujours ce qu'on fait et quelle valeur on peut apporter au métier. Donc, juste avant que j'arrive, il y avait une personne qui avait été recrutée pour chapeauter l'intégralité de cette direction marketing et qui avait décidé de recentrer les activités autour du télépayage uniquement. Donc, arrêter de fournir des services, par exemple, aux gens qui font de l'infotrafic chez Vinci Autoroute, et vraiment travailler autour du télépéage. Mais il y avait quand même déjà cette idée que on travaillait mieux en petite squad, sur des sprints de 2 semaines, etc. Souvent, quand vous faites une transformation du cycle en V vers l'agile, en fait, vous prenez votre projet et puis vous le découpez en petits morceaux de 2 semaines et vous dites que vous faites de l'agile. Parce qu'en fait, il y a quand même un schéma mental dans lequel on s'inscrit, qui est que il y a un début, il y a une fin au projet, et en fait, c'est difficile d'en sortir. Donc, moi, ce à quoi je me suis attaché, c'est justement un peu casser ce côté où l'agile, c'est 10 sprints de 2 semaines. L'agile, non, c'est un sprint de 2 semaines, et essayons au bout de 2 semaines d'avoir livré quelque chose. Et je me suis vraiment concentré sur le fait de livrer rapidement en production. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple, quand pendant des années, on a travaillé différemment. Et la façon dont je l'ai fait, c'est que j'ai, sur un sujet bien particulier qui était la souscription, suggéré à l'époque, pour ne pas dire commandé, qu'on mette très rapidement en prod quelque chose qui certes ne correspondait aux besoins que d'un pouillème de nos clients, mais comme de toute façon on allait le déployer que sur un pouillème de nos clients, c'était pas très grave de ne pas livrer de ne pas apporter de la valeur à l'ensemble des gens. Et à la limite, on apprendrait en proposant une solution dégradée à ce pouillème de clients. Et en fait, quand on fait ça, ça a pas mal de vertus. La première, c'est que ça rassure tout le monde en mode, même si on fait n'importe quoi, on le fait finalement que sur 1% de notre activité. La deuxième, ça permet aux gens de se rendre compte qu'en fait, même en faisant quelque chose de moins 10 ans que ce qu'on avait avant, on va apprendre plein de trucs, et notamment parfois on apprend que parmi les choses qu'on faisait, il y a des choses qui servent à rien, ou en tout cas qui sont pas pertinentes pour notre business. Je vais donner un exemple, c'est quand on a refait ces parcours-là, pour aller plus vite, on a supprimé un certain nombre de modes de livraison.
comme le point relais. Le point relais, c'est quelque chose de fantastique pour plein de business. Quand vous faites du télépéage, ça n'a pas de sens parce que le badge télépéage, c'est quelque chose de tout petit, ça tient dans une enveloppe et ça rentre dans une boîte aux lettres. Donc on l'a pas fait et puis on s'est rendu compte qu'en fait, on n'en avait pas besoin. Et donc ça nous a permis aussi de pas mal écrémer nos parcours, de simplifier du coup le système d'information qu'il y a derrière et du coup potentiellement d'améliorer l'expérience client. Donc ça c'est le premier enjeu. Vraiment au début je me suis focus sur le delivery sans forcément me poser la question de chercher la perfection. Ça fonctionne très très bien dans le contexte dans lequel on était, c'est-à-dire que typiquement, je parlais tout à l'heure de refonte du portail client. Quand vous faites un portail client, c'est pas très très grave d'être finalement presque plus une feature factory qu'une équipe agile, parce qu'en fait, vous savez que vous devez faire en sorte que le client puisse renvoyer un badge, il puisse en commander un nouveau, il puisse télécharger une facture, etc. C'est-à-dire que vous avez une liste de features à faire et en fait, il n'y a pas forcément besoin d'optimiser le téléchargement de factures, il faut le faire. La limite de ça, une fois que vous avez un produit qui tient la route, certaines méthodes agiles et notamment le framework Scrum peut avoir tendance à pousser les équipes à suroptimiser des sujets qui ne méritent pas d'être optimisés. Donc là, on est plutôt en train d'en sortir justement. Et l'idée, c'est de commencer à identifier quels sont les indicateurs métiers qu'on peut améliorer, de moins travailler la feature que l'indicateur. Donc je parlais tout à l'heure de lutte contre la fraude. Ce qu'on cherche à travers la lutte contre la fraude, c'est à réduire nos impayés. Et du coup, ce qu'on va regarder, c'est quel est notre pourcentage d'impayés, quelle est la valeur de nos impayés. Après, on va décomposer ça en sous-indicateurs et c'est sur ces sous-indicateurs qu'ensuite les équipes doivent travailler. C'est un petit changement intellectuel puisque avant on me donnait entre guillemets la solution et je l'implémentais le mieux possible. Là, il faut que je trouve la solution par rapport à un problème qui est de réduire un taux d'impayé. On est en train de mettre ça en place et donc on se rapproche de ce qui dans certaines startups s'appelle Impact Team. Ok, très bien. Donc du coup, c'est comme ça que vous fonctionnez aujourd'hui par l'impact. Où l'équipe, elle est autonome dans l'impact qu'elle a envie d'avoir. Tous les sujets, parce que je sais que Feature Factory est un gros mot dans beaucoup de startups, mais en vrai, pour moi, il y a des sujets sur lesquels ça est juste une Feature Factory. Quand je fais de la facturation, je fais pas de l'expérience client, je fais de la facturation. Donc typiquement sur les équipes qui sont en charge de la facturation, je vais pas leur demander d'améliorer la satisfaction du client vis-à-vis du PDF de la facture. Et donc là, on va plutôt continuer à travailler comme avant, si ce n'est qu'on essaie de délivrer plus rapidement et de faire des petites itérations. Par contre, effectivement, sur d'autres sujets qui sont davantage en lien avec nos métriques métiers, là, on va commencer à regarder de plus en plus ces métriques métiers avant même de regarder derrière les solutions qui nous sont suggérées par les équipes. Et c'était intéressant ce que tu disais sur le Scrum, parce que effectivement c'est un bon framework pour délivrer rapidement et comme tu le disais à juste titre, t'as beaucoup d'entreprises qui disent voilà on se transforme, on va juste découper le cycle en V en cycle de prod de 2 semaines. Du coup si je comprends bien aujourd'hui vous êtes sorti de ça, du coup vous faites plus du tout c'est des cycles de 3 mois, c'est ça? Non, on découpe encore notre cycle de 3 mois en cycle de 2 semaines parce que ça permet quand même ça a une vertu qui est que ça permet assez vite de voir si on a été trop gourmand, pas assez gourmand, s'il y a des choses à revoir, si ce qu'on avait imaginé faire sur 3 mois est juste pas possible et du coup potentiellement faut le dégraisser pour arriver à proposer quelque chose au client. Donc on livre encore toutes les 2 semaines. Mais par contre, on se met pas une contrainte aussi forte que celle qui peut y avoir en Scrum de livrer absolument une user story toutes les 2 semaines. Si le truc est pas mature, il est pas mature. À l'époque, c'était Captain Train, une startup que j'aimais beaucoup, qui parlait de train. C'est-à-dire que eux, toutes les 6 semaines, ils mettaient en production, soit c'était prêt, soit c'était pas prêt. Nous, quand c'est pas prêt, effectivement, on met pas en production. On va pas s'obliger à mettre en production un truc qui est pas mûr. Ok, donc t'as travaillé sur un vrai changement culturel de mindset en fait finalement où t'es passé donc du delivery de feature à une réflexion autour de l'impact. Comment ça se passe avec tes stakeholders? Est-ce que t'as eu du change à gérer? Comment est-ce qu'ils ont vécu le changement? La chance qu'on a eue, et ça malheureusement je pense que ça s'applique pas à tout le monde, c'est qu'étant une toute petite chose dans un grand truc, par toute petite chose, j'entends, on est aujourd'hui une entreprise qui pèse 100 millions d'euros dans un groupe qui en fait plusieurs dizaines de milliards. Si je descends au niveau Vinci Autoroute, c'est plusieurs milliards également de chiffre d'affaires. Notre métier étant relativement anecdotique au niveau du groupe, finalement, on a eu assez peu de parties prenantes à gérer.
Et à la limite, c'est marrant parce que tout le monde pense que la transformation digitale, ça passe par la conviction des grands patrons que l'agile c'est mieux, etc. Moi, mes patrons, ils s'en fichent complètement de comment on travaille. Est-ce qu'on fait de l'agile? Est-ce qu'on fait du cycle en V? Est-ce qu'on fait... En fait, ce qu'ils veulent, c'est que ça sorte et que ça s'améliore et que les métriques métiers s'améliorent. À partir du moment où on montre que on est capable de faire des choses qui font du bien au métier et de les faire relativement rapidement, en fait, les actionnaires et mes digérants, à savoir le groupe Vinci, ils n'ont pas besoin que je les gère au quotidien. Que je fais de la gestion de parties prenantes, ils voient juste que ça va mieux. Et c'est pour ça, tout à l'heure, que j'ai parlé du fait que j'avais mis le paquet sur le delivery au début. C'est parce que moi, je suis arrivé dans un contexte où la difficulté était le delivery. Une fois qu'on a montré que les méthodes de travail, quand elles sont bien appliquées, permettent d'accélérer le delivery, en fait, tout le monde vous laisse tranquille. Donc ça, c'est plus par rapport à l'actionnaire. Après, par rapport aux parties prenantes, le contexte dans lequel on était à l'époque fait que on avait assez peu. Sur ces sujets front, finalement, c'était vu comme quelque chose d'un petit peu à part. Désormais, quand mon équipe a intégré les process métiers, là, effectivement, on a des vrais enjeux autour des parties prenantes. Et là, justement, le changement à faire, c'est celui qui est classique chez tout le monde, c'est comment je passe d'un « je te donne la solution » à passe un peu de temps quand même à m'expliquer ton problème et les indicateurs que tu cherches à améliorer pour qu'on co-construise la solution. Parfois, elle est extrêmement pertinente, la solution proposée par l'équipe métier qui est en face. Parfois, elle est extrêmement pertinente, mais elle ne tient pas compte du fait qu'on pourrait faire sauter plein de contraintes en amont, qui fait qu'il y a peut-être des choses mieux à faire. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. On a mis en place un document qui en général dans les frameworks produits s'appelle Product Requirement Document, le fameux PRD, qui s'appelle pas comme ça chez nous, mais peu importe. On n'aime pas trop l'anglais dans le groupe chez Vinci Autoroute. Et ça permet d'avoir une base de discussion finalement qui est un peu plus haut niveau que voici la solution que j'aimerais que vous implémentiez. Et ça permet de revenir justement sur les fameux indicateurs que j'évoquais. C'est-à-dire que plutôt de me dire qu'il faut que j'optimise tel bouton, etc., je te dis que moi j'ai un souci sur les délais de traitement dans tel contexte. Comment est-ce que je peux les améliorer? Après, ça nous invite à échanger avec les équipes en mode dis-moi comment aujourd'hui tu traites ces dossiers-là, quelles sont les sous-opérations que tu fais dans ton process, et potentiellement d'identifier que la mine d'or, elle n'est pas sur la dernière étape, elle est juste sur le fait qu'il faut changer complètement le process et faire ça différemment. Ok, donc tu fais ta discovery avec tes parties prenantes en interne, c'est ça, ouais. Comme sur un produit B2C classique, quoi, finalement. Très bien. Et tout à l'heure, tu m'expliquais, donc aujourd'hui, dans tes Discord, tu avais des problématiques de gestion des dépendances. Comment tu traites ça aujourd'hui? Parce que c'est une problématique qu'on rencontre assez souvent chez nos clients. Et du coup, ça m'intéresse de voir comment vous gérez ça. Bon, est-ce qu'on le traite parfaitement? La réponse est clairement non. J'ai pas la magie. Effectivement, depuis 2 ans qu'on commence à avoir des projets vraiment complexes. C'est-à-dire que une refonte graphique, c'est un sujet ambitieux, etc. Mais c'est finalement pas ce que j'appelle un sujet complexe, dans le sens où il y a souvent assez peu de fonctionnel. Là, on commence à rentrer dans des trucs assez durs. On parlera peut-être un peu plus tard, mais on refond complètement la façon dont on structure les données de nos clients. Et ça a plein d'impacts derrière, aussi bien sur nos interfaces que sur nos back-ends. Et donc, on fait émerger des tas d'adhérences qu'on n'avait pas avant, parce que nos sujets étaient pas les mêmes. Au début, c'est le bazar. Forcément, on se rend compte qu'en fait, telle équipe a fait tel truc et que ça a fait péter tel autre truc chez d'autres. Donc ça, on a fini par l'intégrer. La façon dont on a travaillé, c'est que déjà, on a un petit peu revu le découpage des différentes équipes pour essayer de les rendre le plus autonomes possible quand elles pouvaient l'être. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. C'est-à-dire moins voir les choses comme toi, tu es responsable de l'espace client, mais commencer potentiellement à se dire que celui qui travaille sur la souscription, il est aussi responsable derrière... alors, pour le coup, c'est pas le cas, mais c'est un exemple facile à comprendre. Celui qui est responsable du formulaire de souscription est aussi potentiellement responsable des process qui vont être utilisés par les équipes qu'en interne on appelle contre la souscription, qui sont en fait des équipes de lutte contre la fraude. Et ça permet d'avoir des gens qui sont beaucoup plus autonomes parce que ce qu'ils font en amont, la donnée qui est collectée dans le formulaire de souscription,
comprennent comment elle va être ensuite utilisée dans les outils internes et comment est-ce que les deux s'articulent les uns avec les autres. Donc ça, c'est une façon de prendre le sujet, rendre les équipes plus autonomes, mais une fois que tu as fait ça, en fait, il reste quand même plein d'adhérences qui peuvent être liées au fait que il y a une partie de ta stack technique, comme dans toute boîte qui existe depuis pas mal d'années, qui est assez ancienne et qui est maîtrisée par peu de gens. Et donc en fait tu peux pas rendre tu peux pas rendre les équipes autonomes dans le sens où en fait il y a que peu de gens qui maîtrisent ça. Donc on a mis en place ces fameuses priorisations au trimestre. On essaie en amont de trimestre de beaucoup mieux découper les projets, c'est-à-dire qu'on passe plus de temps que ce que voudrait un framework Scrum à analyser les sujets. Tu parlais de discovery, parfois la discovery est même technique, on essaie carrément de cadrer le truc. On essaie de pas y passer trop de temps non plus, parce que le risque c'est après de faire que de la conception architecturale et fonctionnelle et jamais de développer quoi que ce soit. Donc on a timeboxé tout ça, et en gros, si tu veux, au cours du trimestre, on essaie d'avoir le maximum de bandes passantes sur les 4 ou 5 premières semaines sur le delivery. Ensuite, on commence à intégrer une partie de conception, donc à la fois du discovery, mais aussi potentiellement quelques études architecturales. Et donc là, les sprints sont un peu moins 100% delivery et commencent à intégrer ces trucs-là. Et on se réunit 15 jours avant la fin du trimestre pour commencer à planifier le prochain. Et là, l'idée, c'est que pendant 2 jours, on est tous au même endroit, aussi bien développeurs, product owners que QA et product designer. Et l'idée, c'est d'échanger au maximum sur les sujets qu'on envisage de prendre au trimestre d'avant pour commencer à faire émerger le truc et potentiellement mettre les Legos dans le bon sens. C'est-à-dire que si sur un sujet particulier, il y a 3 équipes qui vont être concernées, on va faire en sorte que l'équipe A prenne le sujet assez tôt dans le trimestre, l'équipe B le prenne au milieu du trimestre, l'équipe C à la fin. Donc on fait comme ça, pas de post-it, on utilise principalement Jira et Confluence et tous les nouveaux modules qui sont sortis depuis des années. Donc quoi qu'on pense de ces outils-là, ils ont quand même un certain nombre de vertus, et notamment le fait qu'ils sont accessibles partout, tout le temps, par plein de gens. Et après, on part. Clairement, c'est pas parfait. Mais ça nous a permis de bien améliorer la gestion des sujets compliqués et notre capacité à les sortir. C'est un modèle un peu PI planning finalement. On appelle ça PI planning. Bah voilà. Voilà. J'aime pas le mot parce que je suis pas un grand fan du framework SAFe. Mais ça y ressemble quand même. C'est sûr que ça a quand même certains avantages, surtout quand tu commences à avoir un périmètre avec du multi-équipe, d'avoir un moment où tu lèves les crayons, les gens discutent, moi, je l'ai vu dans beaucoup d'orgas et c'est quand même une cérémonie qui est quand même assez efficace sur les projets. Après, la cible, en toute transparence, c'est quand même d'arriver petit à petit à faire évoluer notre stack pour que les gens soient le plus autonomes possible et potentiellement faire sauter le PI planning un jour. Mais en attendant, c'est quand même un bel outil. Vous avez beaucoup de dettes techniques ? Alors, j'aime pas le mot de dette technique parce que, en fait, dès que tu codes, tu fais de la dette technique. Ta première ligne de code est déjà de la dette technique. On a aujourd'hui un certain nombre de services qui tournent sur des architectures assez anciennes et assez peu malléables. Petit à petit, on les fait évoluer, mais quand on les fait évoluer, on essaie de faire en sorte qu'on enrichit aussi fonctionnellement quelque chose. Je crois qu'il y a une image en développement qui s'appelle le saule étrangleur. Le saule étrangleur, c'est une plante où en fait, elle vient entourer la plante sur laquelle c'est une sorte de parasite, quoi. Elle vient l'entourer progressivement et petit à petit, elle prend sa place et le reste meurt. C'est un peu ce qu'on fait, c'est-à-dire on prend nos anciennes briques, on en sort des tout petits bouts, et l'idée c'est qu'au bout d'un moment, il n'y a plus rien dans la plante d'origine et qu'elle a été remplacée par les nouveaux services. Si je caricature, et c'est pas tout à fait la réalité, on a un gros monolithe et petit à petit on en sort des bouts à droite à gauche pour les mettre au bon endroit, en microservices, même si les puristes diraient qu'ils sont pas micro, mais ça permet de rendre les gens finalement beaucoup plus autonomes sur une problématique donnée. Ok, c'est une belle métaphore, je trouve, le saule aspireur. C'est moi qui l'ai inventé, mais c'est vrai que c'est vraiment ça, quoi. C'est comment je fais en sorte de pas passer 3 ans à juste passer d'une architecture à une autre, mais comment je fais en sorte que sur un sujet bien spécifique que je traitais avant, je le traite mieux. Et donc, pourquoi je parle pas de traitement de la dette technique, c'est plutôt on enrichit fonctionnellement et on en profite pour le faire d'une manière qui purifie un petit peu notre architecture. Ok, très intéressant. Et du coup là, en 6 ans, c'est quoi les grosses problématiques auxquelles tu t'es confronté ? Alors il y en a plein.
Il y en a plein, là il y en a une qui m'empêche de dormir depuis quelques mois, mais dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire que c'est des projets qui sont passionnants et qui ont vraiment de la valeur à la fois pour l'entreprise et les clients à la fin. J'en parlais tout à l'heure, c'est la refonte de notre modèle de données. Comme beaucoup de boîtes qui ont plus de 25 ans, on vendait initialement un service, principalement en boutique. Et qui dit boutique dit que vous avez potentiellement le client qui parle à un agent qui maîtrise sur le bout des doigts son produit et qui fait lui-même les opérations pour le client sur l'ordinateur. Et finalement, cette personne-là, elle est fondamentale parce qu'elle abstrait toute la complexité de votre système d'information pour le client. Ça marche très bien quand effectivement vous avez des boutiques, sauf que les gens aujourd'hui, sur un autre service comme le télépéage, ils n'ont pas spécialement envie d'aller en boutique, ils veulent le trouver en ligne, c'est pour eux, de leur point de vue, juste un boîtier qu'ils vont coller sur leur pare-brise, même si pour moi c'est beaucoup plus que ça. Et du coup, il faut leur proposer tout ça en ligne. Pour le client B2C, ce qu'on voit en boutique et ce qu'on voit en ligne finalement est un peu la même chose. C'est-à-dire que en général, c'est un monsieur ou une dame qui a un véhicule, qui veut prendre un contrat pour son abonnement télépéage. Et vous avez une espèce d'homothétie de bijection entre la personne et le contrat. C'est la même chose, presque. En B2B, et aujourd'hui on essaie de plus en plus d'aller vers le B2B, ou de répondre à des besoins B2B, ça marche pas du tout. Parce qu'en fait, vous avez le patron de la boîte qui va signer le contrat, le gestionnaire de flotte qui va gérer les factures, le comptable qui va les intégrer dans son système comptable, et potentiellement le collaborateur. C'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément avec le télépéage, mais qu'on a avec la carte de recharge électrique, qui a besoin d'une application pour trouver les bornes de recharge, pour potentiellement suivre sa recharge, etc. Donc on a plein de gens, et dans notre système d'information, on n'avait qu'un contrat. Et du coup, on est en train de déstructurer complètement la façon dont nos données clients dont nos données, clients étaient structurées, pour avoir d'un côté la personne physique, donc la personne qui a un email, un mot de passe, c'est un vrai gens, c'est moi, c'est toi. L'entreprise, donc l'entreprise c'est un SIRET, c'est une raison sociale, et puis ses contrats, puisque désormais on ne propose plus uniquement un service qu'est le télépéage, on propose aussi la recharge électrique et demain quelque chose d'autre, de complémentaire toujours à notre vision. Et ce travail-là qui semble assez bête quand je le dis comme ça, en fait il a des ramifications partout, parce que la façon dont tes mails sont construits, c'est qu'ils vont récupérer telle information, et telle information en fait historiquement elle était stockée dans le contrat, désormais il faut qu'elle soit stockée dans le client. Tu te rends compte que en fait quand tu as le gestionnaire de flotte qui fait une opération dans ton espace client, en fait c'est lui qui doit recevoir confirmation par mail et c'est pas le propriétaire du contrat qui, dans notre ancien modèle de données, était l'email associé à toutes les actes de gestion qui sont faits. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça à faire. La difficulté avec ce type de projet, c'est qu'ils sont tellement complexes et il y a tellement de ramifications qu'on peut ne jamais les faire. Mais en fait, ils sont fondamentaux parce que c'est ça qui nous fait progresser. Ma conviction, c'est que, et même si aujourd'hui, je pense qu'on propose un très bon service aux entreprises, on propose un très bon service pour les petites entreprises, les moyennes entreprises, mais largement perfectible pour les grandes entreprises. Donc c'est fondamental aussi pour notre business. Et c'est vraiment comment est-ce que je déconstruis ce système qui a été pensé pour de la vente en boutique et je l'adapte à une réalité d'aujourd'hui qui est qu'en fait beaucoup de choses sur des outils comme les nôtres ou des services comme les nôtres se font en ligne et que potentiellement les parties prenantes sur un service comme le nôtre sont beaucoup plus nombreuses qu'il y a 25 ans puisque encore une fois chez les clients B2B on va avoir le patron, le gestionnaire, le comptable, le collaborateur, etc. Ok, donc une grosse réflexion autour de votre stratégie data. Ok, et comment tu les gères tes projets data aujourd'hui? Est-ce que tu as un Moi j'ai la chance data d'être aussi directeur data, donc c'est plus simple que quand on l'est pas. Donc aujourd'hui on a dans mon périmètre j'ai surtout la partie data analyse, mais du coup je dispose de profils qui ont une compétence data et qui pensent data, qui pensent structurer la data. Alors l'exploitation de la donnée par des analystes n'est pas forcément
comment dire, la même que celle qu'on doit avoir en production, parce qu'en production, on n'a pas forcément les mêmes enjeux qu'un data analyst, mais c'est vrai que ça permet quand même de bénéficier de gens qui ont une vraie réflexion autour de la structure de la donnée et qui sont capables de dire, attention, si on structure la donnée de telle manière, en fait, potentiellement, on n'est pas capable de réaliser telle analyse, et donc, en vrai, probablement que tu seras pas en capacité de proposer telle expérience à tes clients. Et donc ça permet d'avoir finalement dans mon équipe des profils qui sont sensibles à ces sujets-là, qui sont capables de discuter avec des développeurs. Et en parallèle, et là on s'appuie plutôt sur les équipes historiques de Vinci Autoroute, ça permet d'avoir des échanges un petit peu différents avec ce qu'on appelait avant la business intelligence, donc les gens qui gèrent les grosses bases de données dans les grosses boîtes, en apportant davantage de valeur sur justement ces sujets-là de comment structurer la donnée. Donc c'est un petit peu le combo gagnant, c'est-à-dire qu'en amont, l'échange data dev permet de concevoir des structures de données plus pertinentes par rapport à la fois à l'expérience client qu'on veut proposer, mais aussi à toute l'analyse qu'on va vouloir retirer de ces données-là, et puis ensuite d'avoir des échanges avec les gens qui eux, vont stocker la donnée, gérer la donnée au quotidien. Ok, très clair. Et du coup, demain, ça va être quoi tes grands challenges ? Donc à finir ce gros chantier-là, pour ensuite commencer à construire des expériences B2B. Je l'ai évoqué tout à l'heure, notre service de carte de recharge. De plus en plus, en fait, les entreprises avec lesquelles on commence à travailler nous disent en fait, mes collaborateurs, ils aimeraient pouvoir suivre la recharge sur leur mobile parce que ils ont garé leur véhicule, et puis derrière, ils sont en aveugle sur est-ce que oui ou non la recharge a atteint les 80% de la batterie ou les 100% de la batterie qu'ils souhaitent faire. Pour faire ça, nous, on a besoin d'avoir un compte collaborateur, un accès collaborateur à notre application mobile, de pouvoir envoyer des notifications aux collaborateurs. Et donc, ces sujets modèles de données nous permettent ensuite de proposer ce type de fonctionnalités, de les concevoir, de les construire et de les vendre tout simplement à nos clients B2B. Donc ça, c'est un premier sujet. Après, j'ai un sujet qui est, au début, je pensais pas produit, mais qui a quand même beaucoup de ramifications produits, c'est la cybersécurité. C'est-à-dire que on voit ça comme un truc très technique, et ça l'est. Mais par contre, en fait, on se rend compte quand on est soumis, et ça a été notre cas il y a 2-3 ans, à des intérêts de gens pas toujours très bien intentionnés, qu'il y a aussi des choses que fonctionnellement on peut faire évoluer pour réduire tout simplement notre surface d'attaque. Je vais donner un exemple parce que désormais on le fait plus. Mais il y a quelques années, qu'on avait des clients qui avaient plusieurs contrats chez nous associés au même email, et pour les accompagner, lorsqu'ils se loguaient, on leur disait est-ce que tu veux accéder au contrat B, etc. Avant même qu'ils aient saisi leur mot de passe. La problématique de ça, c'est qu'en fait, ces gens mal intentionnés, ils arrivaient sur notre site, ils testaient tous les mails qu'ils avaient récupérés je ne sais où, et puis ils étaient capables de dire telle personne elle est abonnée chez Ulysse, et puis c'est tel numéro d'abonné. Et du coup, potentiellement, d'envoyer des emails à nos clients en leur disant avec le numéro d'abonné qui est le bon. Alors, on n'a pas vécu ça, heureusement, mais on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient potentiellement des usurpations de compte, en fait. Et du coup, là, on a refait complètement la façon... alors, c'est même pas de l'usurpation de compte, c'est plutôt pour faire du phishing derrière. Mais tu vois, quand t'envoies un phishing avec aucune information personnalisée, ça marche quand même vachement moins bien que si t'envoies un phishing avec le numéro de compte client qui est le bon. Et du coup, on a revu complètement la façon dont aujourd'hui on se log en étant... on est moins bon dans l'accompagnement du client, mais par contre, on le protège bien davantage, puisqu'on donne plus ces informations, ou en tout cas, on n'expose plus cette information à des gens qui pourraient être mal intentionnés. Et donc, il y a quand même plein de petits trucs, ça c'est un exemple, qui, fonctionnellement, garantissent quand même une bien meilleure sécurité pour le client. Autre exemple, tu vois, l'email, l'email, une connexion à votre compte, depuis un nouvel appareil. Ça, souvent les gens, ça les ennuie, mais en fait c'est une vraie sécurité, c'est-à-dire qu'on a déjà des clients qui nous ont dit attention, moi j'ai reçu ce mail-là, c'est pas moi qui me suis connecté. Et du coup ça permet aussi de les accompagner dans la protection de leur propre interface, et nous, ça nous évite aussi des impayés derrière, parce que la personne qui s'est fait usurper son compte et qui ensuite s'est vu commander un badge par le pirate, elle va nous laisser une facture impayée en général, et donc ça nous permet aussi de protéger le business. Donc il y a la cybersécurité,
Il y a la donnée, et je parle volontairement pas de l'IA quand je parle de données, parce qu'en fait, j'estime que pour que tous les sujets IA fonctionnent très très bien, je dis pas qu'on n'a pas quelques tests autour de l'IA, mais en fait, il faut déjà avoir une bonne donnée. Et donc, on en est plutôt là à structurer cette donnée-là qui demain nous permettra probablement de faire des choses intéressantes en IA. On commence à tester des choses, mais le potentiel, je le vois plutôt après ces projets-là que déjà aujourd'hui. Il y a tous les outils internes que j'ai évoqués, notamment le fait d'accélérer très très rapidement tout un tas de traitements, tout un tas de process, qui aura une vraie valeur ajoutée pour nous, c'est-à-dire qu'on a un rythme de croissance qui est assez élevé. On a beaucoup de clients, quand je suis arrivé on avait 3,5 millions d'utilisateurs, aujourd'hui on en a 7. Il y a des boîtes qui croissent beaucoup plus vite, mais c'est déjà pas mal. Et du coup, forcément, on a des équipes en interne derrière qui sont parfois, sous l'eau, parce que c'est pas pareil de gérer 3 millions de clients que d'en gérer 7. Et du coup, tout ce qu'on peut leur apporter en termes d'amélioration de process, automatisation de process, permet tout simplement, à eux de respirer, deux, à la boîte de moins recruter et d'avoir un modèle économique qui continue de tenir la route, puisque ta croissance ne passe pas par le triplement de tes équipes opérations. Donc j'ai parlé de données, j'ai parlé de sécurité, j'ai parlé de tout ce qui est automatisation des process internes. Et puis après, un de nos gros enjeux, c'est la diversification, et diversification au sens large, ça peut être diversification de services, mais aussi géographique, puisque l'idée, c'est quand même de continuer à prendre une place importante dans le paiement de la mobilité, en proposant des solutions simples qui facilitent la vie des gens, aussi bien des entreprises que des particuliers, et de le faire dans un maximum de contexte. Vous êtes présent dans combien de pays aujourd'hui ? Aujourd'hui, on vend principalement à des clients français, mais le badge et la carte de recharge sont déjà utilisables en Espagne, et le badge est également utilisable en Italie et au Portugal. Dans un premier temps, notre ambition, c'est plutôt de permettre à nos clients français d'aller dans davantage de pays en utilisant leur badge Ulysse, et peut-être qu'au terme de cette phase-là, on se posera la question d'aller plus loin. Ok, donc si je comprends bien, l'objectif c'est vraiment de se positionner en acteur sur le parcours de bout en bout de la mobilité du conducteur sur les autres. C'est ça, mobilité routière. Parce que mobilité, ça veut dire plein de choses. Quand je suis arrivé, on avait regardé rapidement les sujets autour du MaaS, etc. Et puis on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout armé pour. Et surtout que c'est pas la logique du groupe. On est un groupe coté. On n'est pas une start-up financée par des fonds. Et donc c'est vrai qu'on n'est pas dans, on n'est pas sur des projets moonshot, on essaie de rester sur des marchés qui sont cohérents, sur lesquels on a une petite chance d'avoir une place, ou plutôt une grosse chance d'avoir une certaine place, qui peuvent dégager de l'EBITDA. Donc on s'intéresse pas non plus à tout, on estime que la mobilité routière, on est pertinent, et donc a priori on restera là-dessus. Ok, très bien. Donc du coup, classiquement on pose la question de l'intelligence artificielle, mais toi, si j'ai bien compris, là tu t'attaques à vraiment assainir le socle de données pour pouvoir l'exploiter correctement, avant d'avoir des ambitions un peu plus grandes sur ce sujet. Tout à fait. Un bémol près, c'est que ça c'est vrai sur la façon dont on exploiterait la donnée au sens business. Par contre, j'invite toute mon équipe à passer un maximum de temps sur les outils IA qu'on nous autorise en interne, parce que je suis quand même convaincu qu'une bonne valeur de l'outil, notamment sur l'IA générative, c'est le fait de te faire gagner vachement de temps au quotidien dans la rédaction de documents de cadrage, etc., etc. Et moi-même, ça m'arrive tout simplement de construire un fil rouge de PowerPoint en m'appuyant sur, encore une fois, les outils qu'on nous autorise en interne. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que effectivement, on est quand même assez méfiant, et moi je le suis encore plus, sur le fait que quand on parle avec des outils publics, les données peuvent devenir publiques, et en fonction de ce qu'on fait, on n'a pas forcément envie que les données qu'on partage avec un chat GPT, etc., soient rendues publiques. Donc on essaie quand même de travailler sur des environnements maîtrisés. Okay. Pas de mystère, on est une grosse boîte, on travaille sur Microsoft. Donc tu arrives quand même à maîtriser l'usage de tes collaborateurs en bloquant certains usages. Je les encourage, et après on se fixe un certain nombre de limites, de choses à pas faire. Ok. Et je suppose que dans ton chantier, justement, d'améliorer l'efficacité opérationnelle de l'ensemble de tes métiers, c'est aussi un axe d'optimisation important, non ? Alors oui et non. C'est-à-dire que je suis convaincu que l'IA en phase 2
nous permettra de faire plein de choses mieux. Mais en fait, je suis convaincu aussi que à court terme, on a plein de petites choses à automatiser qui sont simples. Et partir sur l'IA, c'est limite partir trop vite, trop tôt et s'empêcher de récupérer rapidement des petits quick wins qu'on peut faire en utilisant des outils basiques d'automatisation, donc N8N ou compagnie, quoi. Et je pense que l'IA, c'est formidable, mais qu'en fait, les entreprises ont tendance à sous-estimer que parfois, il y a des process très simples sur lesquels elles peuvent faire des choses très simples et pour autant gagner beaucoup de temps. Ouais, c'est vrai, aujourd'hui, tu as quand même une confusion générale où tout le monde parle d'IA et d'automatisation, alors qu'en fait, finalement, c'est que du RPA classique. Moi, je pense qui coûte beaucoup moins cher, du coup. Là où, déjà, faire du RPA dans certaines situations nous permettra de faire des choses beaucoup mieux. Ouais, c'est clair. Du coup, est-ce que tu aurais un conseil pour les product people qui nous regardent, pour un conseil généraliste, je dirais. Je pense qu'il faut sortir du débat éternel entre agilité, pas agilité, etc. et réaliser qu'en fait, aussi bien les patrons que les actionnaires s'en fichent complètement. À partir du moment où la méthode elle fonctionne, tout le monde sera convaincu. Et donc, concentrez-vous. Pour répondre à ta question, sur les petits trucs montrables à l'ensemble de vos parties prenantes qui montrent que l'agilité potentiellement fonctionne mieux dans votre contexte que du cycle en V. Ça, c'est mon premier point. Voilà. De se dire Très bon conseil. Montrer des choses qui fonctionnent, c'est finalement le meilleur moyen d'imposer des choses. Et ça n'a pas besoin d'être ambitieux. Parfois, c'est juste des petits trucs. Et ça n'a pas besoin d'être parfait. Comme je l'ai évoqué au début, moi je me suis plutôt concentré sur le delivery que sur la perfection. Et en fait, déjà ça montre qu'il y a certaines choses dans l'agilité qui fonctionnent mieux que dans le cycle en V, dans certains contextes. Ça c'est mon premier point. Deuxième point, même si j'ai dit que nous on faisait pas d'IA, c'est regarder quand même et passer du temps sur ChatGPT, etc. Pas toute la journée, parce qu'il y a quand même des choses à faire. Mais c'est des outils qui dans 5, 10, 15 ans prendront une place importante, je pense, dans la façon dont on élabore une stratégie produit et dans laquelle on construit un produit. Je fais pas du tout partie des gens qui sont convaincus que ça va changer, ça va remplacer les product managers, etc., etc. Mais par contre, je suis convaincu que ça peut faire gagner un temps fou à plein de gens. Et donc un vrai confort de vie, parce qu'en fait quand on gagne du temps, c'est aussi du temps qu'on gagne pour faire d'autres choses plus intéressantes. Donc déjà c'est ces deux premiers sujets, et puis le troisième c'est dans votre quotidien et dans vos métiers, visez toujours la simplicité, parce que la complexité qu'on met en œuvre à un instant T, c'est les douleurs et les souffrances de demain. Moi je regarde souvent dans mes recrutements si quelqu'un a passé plus de 2 ou 3 ans dans une boîte, pas parce que j'estime qu'il faut passer 2 ou 3 ans dans une boîte pour être bon, mais parce que 2 ou 3 ans dans une boîte, c'est souvent, pour les métiers du product management, le moment où quelqu'un se rend compte qu'il avait mal fait le truc 3 ans avant. Et du coup, je trouve que ça donne des gens qui ont davantage de recul sur les choix qu'ils ont pu faire par le passé. Alors que quand on change régulièrement d'entreprise, on change régulièrement de contexte, on a moins l'occasion de voir que nous-mêmes sommes faillibles et avons pu faire par le passé des choses moins intéressantes ou moins pertinentes. Et du coup, c'est vrai que les gens qui ont passé du temps dans une entreprise ont tendance, à terme, à viser la simplicité plus que d'autres. Okay. Merci pour tes conseils, Mathieu. Je t'en prie. Encore merci d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode de Product Leader Stories vous a plu, je vous conseille de vous abonner à votre plateforme d'écoute favorite, telle que YouTube, Spotify. Ça vous permettra d'être alerté et de pouvoir visionner automatiquement les prochaines sessions. Si vous rencontrez une problématique produit ou autour de votre organisation produit, Upvisory et moi-même, nous tenons à votre disposition pour échanger sur le sujet et ça sera un grand plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Product Leader Stories. Allez, bye!